On est obligé de réfléchir à demain. C'est presque les derniers mots qu'on a dit pendant qu'on prépare cette interview. Je suis ici en déplacement au domaine de Bastor avec Laure Lescure. Bonjour Laure. Bonjour. Alors Laure, c'est ce qu'on se disait, on a longuement parlé avant pour faire connaissance déjà, puisque dans cette série de portraits de femmes vigneronnes qu'on réalise avec Véronique, on est venu ici au domaine de Bastor, te rencontrer, discuter un petit peu de tout ça, et discuter de ton parcours aussi, et des remises en question qu'il y a eu tout au long de ta vie, enfin en tout cas des changements qu'il y a eu, puisque si aujourd'hui tu es chef d'exploitation donc au domaine de Bastor, c'était pas tellement ta première ambition au collège. Je crois que tu voulais être pompier. Non, pas pompier. C'était quoi? Journaliste. Je voulais être journaliste, tout à fait. Oui, je voulais être journaliste. Et puis, de toute façon, mes parents n'étaient pas, ne m'ont pas poussé vers la viticulture parce que c'est un métier pas facile. Et voilà. Et puis, finalement, à 25 ans, on se rend compte du patrimoine familial, du patrimoine terrien. Et puis, voilà, je me suis lancée à cet âge-là. Mais tu avais fait une école de journalisme quand même avant? Non, j'ai fait des études de commerce voilà, je suis allée jusqu'à un BTS, pas non plus. Voilà, on va à Bordeaux, on fait la fête. Exactement. Jeudi soir, etc. Ouais, jeudi soir. Victoire aussi. Victoire aussi, tout à fait. Oui. Et, plutôt Bodegone ou Café des Sports? Oh, ben les deux, hein, dans la même soirée, c'était possible. Mais voilà. Et donc, du coup, à 25 ans, je me suis retrouvée ici. Mes études de commerce m'ont quand même bien aidée, puisque au départ, je m'occupais que de la commercialisation, puisque on faisait jusqu'en 2016 du vin ici. Et puis bon, après, j'ai eu les enfants, etc. C'était un peu plus difficile de s'éloigner de la maison. Et puis ensuite, on a arrêté de faire le vin pour être coopérateur. Donc là, le commerce se pose beaucoup moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi arrêter de faire le vin pour être coopérateur, en fait? C'est un choix comme ça de dire je vais arrêter de bouger ou... Alors, il n'y a pas que ce choix-là. C'est-à-dire qu'on a toujours été coopérateur depuis l'ouverture de la cave coopérative à Sauveterre. Donc, c'était mon arrière-grand-père. Vous imaginez bien que c'était pas moi, hein, mais voilà. Et l'entre-deux-mers était historiquement blanc. Et mon arrière-grand-père, sûrement ça devait être un peu un huluberlu, avait décidé de planter du rouge, mais la cave coop n'acceptait pas le rouge à l'époque. Donc, il a construit un chai. Et ce chai, historiquement, est toujours le même que mon grand-père a utilisé, que ma mère a utilisé. C'était quand l'arrière-grand-père qui a construit le chai? Ça date alors Oui, la cave coopérative a ouvert en 1934, je crois, et du coup, ça devait être dans les années, sûrement après-guerre ou comme ça, ouais. J'imagine. Donc voilà, et ensuite, la première bouteille a été faite en 72, ça j'en suis sûre, puisque mon grand-père avait, après l'armée, avait tout un réseau d'amis qui lui avaient dit on veut de ton vin, mais on le veut plus en vrac, nous on le veut en bouteille. Et c'est comme ça qu'il a fait ses premières bouteilles de vin. Et et son réseau était énorme et on a vraiment vendu dans toute la France. Et surtout, il avait un très bon ami qui était au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Donc on était, ça aide. Ouais, ça aide. Et ensuite, ils ont fait les marchés estivaux de Hourtin, Maubuisson et Lacanau. Ouais. Et donc là, les années 90, et là, c'était l'époque où le vin se vendait extrêmement bien. Ça, c'est le Médoc. Ah oui, mais bon. Comment ça se passe? Moi, je me souviens de petites guerres comme ça, Saint-Émilion, Médoc, ouais, mais non, mais le Saint-Émilion. Alors, je sais pas lequel des deux, le vin est de réputation le plus costaud, tannique. Entre Saint-Émilion et Médoc? Ouais, je mélange toujours. Mais je pense que c'est le Médoc. Enfin, je sais que voilà, sur les salons, c'était toujours un peu, oui, mais non, mais votre vin, il est léger quand même. Enfin, voilà. Ah oui, alors... Comment on arrive depuis l'entre-deux-mers, l'accueil était comment? Mais en fait, les gens se posaient pas trop la question à l'époque. Ah ouais? Mais non, il y avait beaucoup d'Allemands sur la côte. Ah oui. Et il y avait de la place pour tout le monde. Ouais, donc oui. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamine, j'étais dans les camions. À l'époque, on appelait ça des poums, les cantines de 5 litres, là. Et on vendait ça. Et ça se vendait. Ça se vendait. C'est des souvenirs que j'ai. Voilà, mes grands-parents, ils m'ont beaucoup trimballé. C'est peut-être pour ça aussi que pour moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours vendu du vin. Toute petite, j'étais avec eux derrière les stands. Donc c'était... Ouais, c'est une drôle de
programmation, en fait, parce que donc tu disais au départ, tu voulais être journaliste pour bouger, Oui. en fait, voir le monde. Oui. Et finalement, je suis restée à Saint-Brice. Mais oui, mais après, c'est surtout ça, c'est l'appel, voilà, ce que je disais tout à l'heure, l'appel de la Terre, l'appel, oui, l'appel de la Terre surtout, puis de se rendre compte du patrimoine familial, mais pas que le patrimoine, que la vigne, quoi, c'est-à-dire notre savoir-faire, la transmission, etc. Oui, parce qu'on en parle souvent, ça, du patrimoine familial, mais sans forcément rentrer dans les détails de ce que ça représente, en fait. Je sais que je connais quelqu'un, par exemple, qui a eu un peu plus de 20 ans à peine et qui était très fier de voir que dans le domaine de sa mère, donc, il y avait un cadastre, un parcellaire, en fait, en tissu, qui datait du 18e, je crois. Et quand on est enfant et qu'on découvre ça, ouais, d'un coup, ça... Ah oui, je viens de là, en fait. Et comment tu définirais, toi, ce patrimoine? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Enfin, sur quel... Mais déjà, je pense que de vivre voilà, à la maison à côté de mes grands-parents, donc c'était multigénérationnel ici, on a toujours vécu enfin, bon, voilà, les uns avec les autres, et puis on le voit, le patrimoine, enfin, on verra tout à l'heure, c'est pas très radiophonique, mais on a une superbe vue ici, ça donne envie, puis on a toute une histoire avec les héritages, les parcelles échangées à l'époque où on se serrait la main en disant je te donne ça, tu me donnes ça, et puis c'était réglé. Enfin bon voilà, il y a tout ce côté-là aussi qui est super intéressant. Et puis la façon de faire aussi. Enfin, moi, il y a vraiment le savoir-faire aussi qui me plaît, ce qu'on faisait à l'époque, tout le côté production à fond qu'il y a eu. Et puis maintenant, on y va plus piano sur la production, mais on est plus sur la qualité, etc. Et tout ça, c'est quand même une histoire de la viticulture que moi, j'aime beaucoup, quoi. C'est vrai que j'ai l'impression le quotidien aujourd'hui, être chef d'exploitation, on quitte un peu le sol en fait pour se retrouver. On est toujours dans le bois, mais plutôt sous forme de papier, de feuilles et. Et est-ce qu'il y a une petite nostalgie? Ça fait rêver, je trouve, en fait, de se dire on pouvait fonctionner comme ça, on serre une main, c'est validé, c'est ok. Aujourd'hui, c'est quand même très administratif, non, ce métier. Ah oui, complètement. Vraiment, il y a, enfin, surtout que moi je fais tout, des salaires à la comptabilité, à tout ça, c'est une question d'économie. Ouais. Hein. Mais vraiment, oui, il y a une grosse partie où on n'est plus à la vigne parce qu'il faut se consacrer à l'administratif. Après, comme on fait de l'alcool, on est très réglementé, on a les douanes. Il y a les douanes, ouais. Enfin, bon, voilà, et puis on est contrôlé. Moi, par exemple, je suis certifiée Terravitis, donc c'est aussi très administratif. Il faut tout prouver. Donc du coup, ouais, on passe beaucoup de temps dans notre bureau. Et ça représente combien, ça, à peu près C'est difficile. Enfin, oui. c'est plutôt difficile à dire parce que vraiment, il y a des fois où je vais être complètement à la bourre parce que la concentration, elle doit être à la vigne quand même. Il faut habiter les deux. Ah voilà. Oui, la vigne, elle attend pas que. Ah non, la vigne, elle pousse. Le formulaire ACB4. Oui, elle s'en fout complètement. C'est pour ça que du coup, je concentre plus sur l'hiver, puisque bon, quand t'ailles un pied un lundi ou un mardi, on s'en fout un peu. En revanche, quand on le lève un lundi ou un mardi, des fois, on s'en fout pas. Oui. donc voilà, comme les traitements, on s'en fiche pas non plus, quoi. Donc voilà, je veux dire, c'est la végétation qui dicte mon administratif aussi. Mais j'aurais tendance à dire qu'on a au moins une demi-journée par semaine d'administratif. Ouais. Tout cumulé. On est dans le bureau, quoi. Oui, dans le bureau, sachant que je me rajoute un peu une difficulté, entre guillemets, c'est que je suis administratrice à la cave coopérative. Et donc, en plus, ça prend ne serait-ce qu'une fois par mois, le conseil d'administration. Et puis voilà, mais après, moi, c'est un choix et ça me plaît, etc. Mais ça rajoute aussi du temps en dehors de l'exploitation, quoi. Alors, on arrive à la fin de la première partie de l'interview, mais ça me fait une belle transition pour la deuxième partie. On se retrouvera donc dans un peu moins d'une heure pour continuer à parler de tout ça, et notamment de tous ces champs de compétences
que ça nourrit, en fait, puisque, oui, voilà, il y a la coopérative, il y a l'exploitation, il y a la production, il y a l'administratif, il y a tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le métier d'agriculteur, en fait, c'est quand même être un super couteau suisse qui doit être performant dans chaque chose. Et on verra si, justement, ça fait pas partie aussi du plaisir de travailler dans la vigne, c'est-à-dire de multiplier différentes activités, et peut-être de renouveler sans cesse l'intérêt, ou en tout cas de jamais trouver le temps de s'ennuyer et de trouver les choses monotones, en fait, et répétitives. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours sur le domaine de Bastor avec Laure Lescure. On en parlait, Laure, donc tu es chef d'exploitation, donc c'est une reprise d'une exploitation familiale, puisque ça commençait avec ton arrière-grand-père, qui avait installé son chai, parce qu'à l'époque, il faisait du rouge, ou à une époque où à la cave, en fait, on demandait du blanc. Tout à fait. Voilà. Exactement. Et tu disais de lui qu'il était sans doute un peu huluberlu. C'est enfin, non, tu l'as pas connu, l'arrière-grand-père? Non. Non, je l'ai pas connu. Ah ben, il était un peu précurseur plutôt, puisqu'aujourd'hui, quand même, à Bordeaux, il y a 86% de rouge pour le reste en blanc. Mais pourtant, historiquement, l'entre-deux-mers était vraiment que blanc. Et ensuite, après, mon grand-père qui a suivi a aussi été toujours dans... en tout cas, c'était vraiment un visionnaire. Il a eu, par exemple, dans la région, on est un des premiers à avoir eu, une première exploitation, à avoir eu la machine à vendanger. Donc, c'était des gains de temps, d'argent, etc. Donc, voilà. Enfin, il y a toujours eu un côté un peu visionnaire. Bon, après, ça s'est calmé, puisqu'on était installés, etc. Mais c'est vrai que là, les deux, ils ont été précurseurs dans la région, quoi. Et justement, le côté visionnaire aujourd'hui, c'est un sujet récurrent en ce moment, c'est que la filière, on va pas dire, est pas dans ses meilleures années. Une crise, c'est un peu aussi des questions de savoir qu'est-ce qu'on fait, où on va. En plus, toi, tu as un peu la double étiquette, donc à la fois exploitante et en même temps donc administratrice à la coopérative. Si on enlève le côté difficile, c'est quoi aujourd'hui justement parce que c'est ça en fait. Pour refaire le pont avec tout à l'heure où je disais qu'il faut beaucoup d'outils et il faut maîtriser beaucoup de choses. Maintenant, c'est presque aussi maîtriser le business, le marketing, la communication et innover. Et est-ce que aujourd'hui la filière, on peut dire, se cherche en fait des nouveaux débouchés? Qu'est-ce qui se passe? On essaye quand même de vendre le rouge, le blanc, ou on se dit on va en profiter, on va créer, on va explorer? Alors là, j'ai plutôt parlé à l'échelle du coup de ma coop, puisque maintenant je suis coopératrice, donc coopératrice à Sauveterre, bien évidemment, avec notre union qui s'appelle Bordeaux Families. Et on a justement, il y a une dizaine d'années, on a décidé de faire du crément. Donc le crément, c'est toujours quelque chose qui, c'est grandissant aujourd'hui sur le marché. Le crément de Bordeaux a de la place. Les autres créments des autres régions le tirent vers le haut. Donc ça, c'est aussi super. Alors, le crément, pour les gens qui, et y compris pour moi d'ailleurs, je vais en profiter parce que moi, un peu comme ça, de manière simplifiée, je dirais le crément, en gros, c'est du champagne qui s'appelle pas du champagne. Alors en gros, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Hein. Oui. Mais du coup, ça vient d'où le crément alors au départ Alors en fait, avant ça s'appelait méthode champenoise. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. On avait les méthodes champenoises, mais comme il y a le mot champagne quand même, on ne peut pas l'utiliser parce que on peut plus l'utiliser. Exactement. Donc le crément, en fait, c'est complètement une double fermentation en bouteille, comme le champagne, avec j'ai oublié le terme, qu'on pose sur latte aussi, qu'on retourne, etc. Alors nous, à Bordeaux Families, on s'est vachement industrialisé là-dedans, puisqu'on est le plus gros producteur élaborateur de crément de Gironde aujourd'hui. Ok. Mais le crément, c'est girondin alors, ou ça vient d'ailleurs? Alors le crément... Parce que tu parlais de région de crément... Il y a le crément de Loire, le crément d'Alsace, le crément de Bourgogne, il y a plein de petites régions qui font du crément aussi. Et nous, on est les derniers arrivés à Bordeaux sur le marché du crément.
Ok, Voilà. donc Bordeaux est le dernier arrivé sur le marché du crément. Oui, c'est pas ce que j'ai dit? Si, non, Ah mais oui. j'essayais de... Et ce marché, ce qui a l'air assez encourageant aussi, c'est qu'au-delà de la demande qui est donc là présente et apparemment ça se vend bien, donc ouf, Oui. il y a aussi une idée, c'est ce que tu disais aussi, de collaborer ensemble. C'est-à-dire que toutes les régions se soutiennent en fait. C'est étonnant ça comme... Mais parce qu'enfin... C'est-à-dire qu'on est sur le marché de l'effervescent, et les marchés de l'effervescent, il y a le champagne, et les autres, en gros. Donc, il faut vraiment, il y a cet esprit de soutien pour prendre de la place là où le champagne n'est pas. Et le champagne est partout, donc il y a besoin d'être unis. Ah, c'est un peu comme en classe quand on est au collège et qu'il y a un prof qui est pas cool du tout et toute la classe du coup s'unit en disant on va tenir le coup les gars. Ouais, exactement. Ou alors c'est plutôt il y a la tête de classe voilà, il y a la tête de classe et tout le monde dit il faut le dégommer. C'est ça, voilà. C'est bien de se trouver un gentil ennemi commun. Exactement. Voilà. Donc et pour en revenir à Bordeaux Families, là tout récemment on a investi aussi dans une unité de désalcoolisation. Donc, de désalcoolisation. De désalcoolisation, exactement. Donc, c'est pour désalcooliser notre vin, notamment. Donc, on peut désalcooliser jusqu'à 0%. Donc, c'est-à-dire qu'on vinifie notre vin. Et ensuite, le vin, on le passe dans cette super machine qui extrait l'alcool. Et du coup, on obtient un nouveau produit, donc c'est une boisson à base de vin désalcoolisé. Mais on peut aussi désalcooliser un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un vin à 15 degrés à 12 degrés si on veut. Oula, ça me donne envie de poser plein de questions. Oui. Parce que je pourrais être taquin et dire mais pourquoi s'embêter à faire du vin pour enlever l'alcool, autant faire du jus de raisin. Ah oui, alors le jus de raisin, pas le même résultat. Pas du tout. Le jus de raisin, du coup, c'est du jus de raisin, et quand même, le vin désalcoolisé, il y a eu sa fermentation, donc le sucre s'est déjà transformé en alcool, et ensuite c'est cet alcool-là qu'on a sorti. Donc c'est déjà moins sucré, oui, que du jus de raisin. Ah oui, mais d'ailleurs, si ça a quand même goût de raisin, fort heureusement, mais ça n'a pas goût de jus de raisin. Je serais curieux de voir quel goût ça a, justement. On peut en goûter, ça? C'est déjà produit et mis à la vente? Ou complètement, vous pouvez aller au magasin de la Cafco et on vous le fera goûter, sans souci, même avec plaisir. D'accord. On peut se donner rendez-vous. Ouais, voilà, pouf, petite dégustation. Ouais, donc là, nous, vraiment, donc, pour en revenir à la diversification, on est vraiment sur ces deux pôles-là, en tout cas crément et désalco. Bien évidemment, on n'oublie pas tout le reste puisqu'il faut vendre notre entre-deux-mers, notre rosé, notre blanc, notre rouge. Mais en tout cas, on a essayé de se diversifier en faisant aussi des IGP, moins d'AOC, et pour proposer d'autres produits. Et par rapport à la désalcoolisation, je m'étais posé la question tout à l'heure justement, et tu disais qu'on peut baisser, parce que j'ai cru, je vais dire plein de bêtises, j'y connais pas grand-chose, mais que justement avec les changements climatiques récents, le vin avait tendance à être plus alcoolisé. Oui, c'est pour ça. C'est ça, hein. Oui, à la base, ça vient de là en fait. Oui. L'idée, c'était de dire bon, on va quand même garder des vins à 12 degrés, en réalité de monter. Alors, du coup, c'est quand le raisin est chargé en sucre, ça fait des vins chargés en sucre. Donc en alcool. Et donc en alcool, bien évidemment. Donc, clairement, si on ramasse on ne peut pas ramasser un raisin pas mûr. C'est moins bien. C'est moins bien. Mais une fois qu'il est mûr, il y a trop de sucre. Donc, c'est pas bien. Donc, c'est pas bien non plus. Donc, voilà. Donc là, je sais pas si l'idée initiale, elle était plutôt de baisser le taux d'alcool. Enfin, c'est pas que je sais pas, c'est que je sais que c'était pas ça. L'idée, c'était de vraiment proposer de nouveaux produits, puisque, il y a les femmes enceintes, il y a les gens qui ne boivent pas d'alcool, il y a les gens qui ont des problèmes de santé, et tout ça. C'est tout un public et tout un marché qu'on n'atteint pas avec notre vin à 14 degrés, quoi. Ouais, donc, voilà, l'idée était plutôt de s'engouffrer sur un marché qui est potentiel et on est précurseur un peu, puisque là, d'autres investissent dans une machine à désalcooliser, mais on est les premiers à l'avoir en place. C'est un peu la continuité justement d'une tradition familiale, tout ça, ça doit être assez exaltant pour toi.
Parce qu'il y a ce côté innovant, rupture, pas aller là où les habitudes sont forcément. Oui, mais d'ailleurs, moi j'étais complètement pour, parce qu'après là c'est une décision collective, puisque c'est la COP. Oui, comment ça se passe d'ailleurs pour. Parce que ouais, faut le faire valider. Finalement. Ah, ben oui, complètement, en conseil d'administration. Et alors, c'était chaud patate ou ça s'est bien passé? Non, ça a été un peu chaud quand même, parce que, alors nous, quand même, on a de la chance d'avoir un conseil d'administration assez jeune, puisqu'on est à peu près tous, enfin tous, il y a des vieux, des jeunes, des plus jeunes, etc. Mais cela, on est quand même assez entre 35 et 55, on va dire, donc voilà, mais même 50. Mais on a la chance d'être jeune et du coup avoir un dynamisme et avoir envie. Et en tout cas, on a tous envie de réussir puisque comme on est jeune, on ne sait pas quoi faire demain non plus, je pense. Donc il faut qu'on arrive avec ce qu'on a déjà et ce qu'on sait faire, quoi. Ben, je te remercie. On arrive déjà à la fin de la deuxième partie et si les auditeurs ont envie d'en savoir un peu plus, de toute façon, ils peuvent venir te rencontrer. Quand est-ce qu'on peut te voir? On peut taper ici à la porte et puis dire ouais, j'aime bien. Ou aller à la cave, par exemple, et déguster le vin sans alcool. Oui, alors on peut aller au magasin de la cave pour goûter exactement les vins, pour me voir. Oui, on peut venir ici, ou après on peut aller sur les manifestations de bande de vignerons, dans laquelle je fais partie également, dans l'association. Et donc j'y suis souvent, et voilà. Et donc on peut me voir, je suis très accessible. Merci.